Ravie aujourd'hui. Pardon, Ravie en tout cas de pouvoir échanger avec vous toutes et tous aujourd'hui. Donc on va pouvoir échanger et n'hésitez pas aussi même à m'interrompre pendant justement même la partie présentation parce que si vous voulez rebondir sur certaines choses que je dis, pas de souci, vous pouvez mettre soit un petit message dans le chat, soit lever la main comme disait Marie. Donc... Est-ce que je commence par un petit mot sur les apartés, l'étape avant que... Peut-être. Ouais, super. Alors du coup, donc bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel aparté. On est ravis de vous accueillir ce matin et merci beaucoup Sigrid du coup de t'être prêtée à l'exercice ce matin sur le sujet de la marque employeur qui nous passionne et qui a passionné beaucoup de monde au vu des inscriptions. Juste peut-être un petit mot avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur les apartés, puisqu'en fait ce sont des formats réguliers qu'on organise toutes les semaines sur des thématiques relatives au nouveau mode de travail, au nouveau monde du travail, et qui s'ancrent dans une programmation, la programmation d'un lieu qui s'appelle l'Étape, l'espace de travail des agents publics, qui est le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics, qui se situe dans le 9e arrondissement à Paris et qui est un projet issu d'une réflexion collective à la Fabrique RH, le laboratoire d'innovation publique de la préfecture de la région d'Île-de-France, qui a associé un panel d'une trentaine d'agents publics issus de 15 administrations différentes pour essayer de réfléchir à cet espace de travail du futur et qui a abouti à ce beau projet qui a vocation à accueillir des agents publics nomades qui ont besoin d'un espace autre qu'un café ou un banc pour pouvoir travailler entre deux réunions, à accueillir aussi des agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux, qui veulent retrouver un collectif de travail stimulant, composé d'administrations très diverses et qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et puis accueillir des agents publics qui font partie d'une équipe projet et qui ont besoin d'un lieu créatif et modulable pour se retrouver quelques jours pour faire avancer leur projet. Et donc ce lieu, voilà, au-delà des 4 murs physiques, c'est aussi une programmation qui est essentiellement virtuelle, vous l'imaginez bien dans ce contexte, et qui se traduit en partie par ces apartés. Voilà sur un tout petit mot pour replacer le contexte de ces apartés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir aborder ce thème de la marque employeur. Pour la petite anecdote, on a fait passer pas mal d'entretiens de recrutement la semaine dernière sur un poste et à la question quels sont pour vous les enjeux de RH de la fonction publique, systématiquement est revenu l'attractivité RH. Mais vraiment, c'était un 100%. Et donc, du coup, voilà, on a vraiment envie de se plonger avec Sigrid Berger sur ce thème-là de la marque employeur, de quoi est-il composé, ce sur quoi on peut jouer. Et Sigrid est particulièrement bien placée puisque administratrice territoriale, elle a aussi fondé sa start-up Profil Public. Et je pense qu'elle va nous en dire quelques mots juste après. Sigrid, je te laisse la main. Oui, merci Marine. En tout cas, super pour la présentation à la fois de l'étape. Et on sera ravis en tout cas de découvrir vraiment le lieu une fois qu'on sera un peu plus dans une vie normale, j'allais dire. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas en tout cas à le mettre sur le chat ou autre si vous ne m'entendez pas. Pour commencer, je voulais commencer par on va dire, parce que tout le monde ne me connaît pas forcément ici. Je sais que Catherine m'a mis un petit message dans le chat, mais tout le monde ne me connaît pas. Donc, comme l'a dit Marine, je suis la fondatrice de Profil Public. Et en termes de parcours, en fait, moi, j'ai fait 5 ans dans le secteur public. D'abord en tant que directrice de la communication de la région Hauts-de-France. Et après, j'avais rejoint la direction générale de Pôle emploi, où j'étais directrice adjointe des services aux demandeurs d'emploi. Et c'est à Pôle emploi où j'ai fait le constat, on va dire que le service public est en pleine transformation, mais ces plateformes d'emploi n'ont pas vraiment évolué, c'est-à-dire que globalement, en termes de plateformes d'emploi, on a pas mal de plateformes qui ne donnent pas forcément envie aux candidats, avec des offres d'emploi, j'allais dire quelquefois très longues, avec pas mal d'acronymes. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose pour justement redonner envie aux candidats de rejoindre le secteur public. Et j'avais un peu la conviction qu'on pouvait justement réenchanter le recrutement du secteur public. Donc, c'est pour ça que fin 2018, comme le disait Marine, j'ai créé la start-up Profil Public,
qui est une plateforme d'emploi, mais vraiment pour renouveler l'approche du recrutement du secteur public. Et concrètement, on est une plateforme d'emploi, mais qui est vraiment à mi-chemin entre une plateforme média pour redorer l'image du secteur public et une plateforme d'emploi, justement pour aider les institutions publiques à développer leur marque employeur, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous anime aujourd'hui. Donc, sur la marque employeur, je voulais vous poser en tout cas une petite question. Pour vous, en tout cas, qu'est-ce que la marque employeur? Alors, vous pouvez me le mettre dans le chat ou vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez aussi, puisqu'on n'est pas très nombreux. Mais voilà, ça m'intéresse de voir un peu votre vision de la marque employeur. Alors, je relayerai toutes celles et ceux qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Il y en a chat. qui ont déjà travaillé sur le sujet hein, dans le privé ou autre, je vois. Donc, du coup, n'hésitez pas en tout cas à... Même ce que ça vous inspire, en fait, pas forcément ce que c'est exactement, mais voilà, à quoi ça vous fait penser, la marque employeur. Alors, Françoise nous dit, pour moi, c'est l'ADN d'une entreprise. Ok. C'est intéressant parce que, en tout cas, c'est aussi ma vision. Et Catherine nous dit, c'est le bifidus actif de toute organisation. Ce qui fait du bien à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. Claire qui nous dit les valeurs de la structure, son identité. Quentin, c'est une représentation interne de l'entreprise par ses collaborateurs et externe par les parties prenantes. Pour Delphine, c'est ce qui va rendre l'employeur attractif et le distinguer par rapport aux autres. Pour Laurent, c'est une manière pour une administration, une entreprise d'affirmer et d'afficher ses valeurs et d'assurer son attractivité. Et pour Chantal, ce sont les valeurs que porte l'organisation, le projet pour ses collaborateurs. Ok, super intéressant. En tout cas, il y a des réponses, en tout cas sur l'ADN, moi je partage totalement. Après, il y a des éléments, par exemple sur les représentations. Pour moi, ça fait plus partie de l'image de marque que de la marque employeur en tant que telle. Mais c'est à prendre en compte dans la marque employeur. Donc c'est intéressant. Et tout ce qui est valeur, identité, bah, voilà, la marque employeur repose sur tous ces éléments-là. Donc super intéressant en tout cas dans vos réponses. Je voulais revenir, en tout cas, avant de définir vraiment la partie marque employeur, revenir un peu à l'étymologie en fait, du terme marque et un petit peu à l'origine. Parce qu'en fait, la marque, si on en revient à son étymologie, ça vient d'un mot germanique qui est brand et qui est un dérivé du verbe brûler. Et à la base, la marque, notamment à l'époque médiévale, c'était le marquage au feu des animaux, des bovins, notamment pour les identifier. Donc en fait, la marque, c'était une sorte de marquage et d'identification, mais par le feu. Et donc, pour en venir, donc là, je vous ai vraiment mis aussi voilà, l'ADN, donc on en revient un peu à la définition de Françoise. Mais aujourd'hui, la marque, par exemple, si on prend un produit, elle va beaucoup plus loin que le simple marquage et que le simple logo, mais c'est vraiment l'ensemble des éléments qui vont raconter à la fois votre identité, mais aussi votre personnalité. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment ça que je mets derrière le terme de marque. Et pour la marque employeur, c'est un peu la même chose parce que c'est la notion de marque, mais appliquée aux ressources humaines et appliquée à vous en tant qu'institution. Et du coup, voilà, c'est vraiment tous ces éléments d'identité et de personnalité. Et du coup, c'est pour ça que globalement, moi, je trouve que la définition de l'ADN de votre institution, c'est une bonne définition. Et du coup, voilà, c'est vraiment votre ADN en tant qu'employeur. Et ce que je voulais un peu vous dire et en termes de distinction, c'est que du coup, d'un côté, il y a la marque employeur et de l'autre côté, il y a votre gestion de la marque employeur, votre stratégie de marque employeur. Et du coup, c'est cette stratégie qui est, on va dire, à la croisée du marketing et des RH et du coup, qui regroupe l'ensemble des actions marketing à destination de vos cibles RH. Et quelquefois, il y a un peu une confusion entre, j'allais dire, marque employeur et votre stratégie. Parce qu'en fait, le terme d'employer branding en anglais a souvent été traduit dans les articles, si vous regardez un peu en ligne, dans les articles, souvent le terme d'employer branding est traduit par marque employeur, alors que finalement, employer branding, c'est la stratégie de marque employeur, parce que la marque employeur, c'est employer brand. Et du coup, voilà, il faut quand même un petit peu dissocier les deux, parce que votre stratégie, c'est vraiment l'ensemble des actions marketing.
Pourquoi, je voulais vous revenir un petit peu sur ça et vous rappeler pourquoi en fait on a développé ce concept et pourquoi il est né en fait et quels bénéfices on peut en attendre. Concrètement, le concept il est né aux États-Unis. Alors quelqu'un a dit aussi, voilà, j'étais dans le privé et c'est plus développé dans le privé, tout à fait, parce qu'en fait c'est né aux États-Unis dans les années 90, c'est venu petit à petit en France et notamment dans le secteur privé. Parce qu'on était dans un contexte de guerre des talents. Et du coup, c'est né aux États-Unis dans un contexte de guerre des talents. C'est arrivé en France dans ce même contexte. Et ça vient petit à petit au secteur public, à mon sens, notamment parce qu'aujourd'hui, le secteur public fait face à une plus grande concurrence, en tout cas dans ses postes vis-à-vis du secteur privé. Et du coup, il y a ce même contexte de guerre des talents, alors qu'avant, c'était un petit peu moins le cas, je pense, dans le secteur public. On avait nos viviers de talents et tout allait bien. On n'avait pas forcément besoin de travailler une stratégie de marque employeur. Sur les bénéfices, l'important sur la marque employeur, c'est de se dire que ça va vous permettre à la fois d'attirer vos candidats, mais c'était Catherine qui parlait de bénéfices actifs sur l'interne, mais aussi de fidéliser vos collaborateurs, du coup, en interne. Donc, il y a vraiment ces enjeux attirer et fidéliser qui sont importants. Et en termes de bénéfices pour votre institution, j'allais dire, il y a tout à gagner parce que concrètement, quand vous développez une stratégie marque employeur, vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos candidatures. En tout cas, le matching entre vos candidats et vos postes va être meilleur, donc une meilleure qualité de candidature. Potentiellement, ce qu'on voit aussi dans le développement de la marque employeur, c'est une augmentation du nombre de candidatures, notamment les candidatures spontanées, je pense à ça. Et enfin, j'allais dire une réduction normalement du turnover avec un développement du sentiment d'appartenance. Donc là, on est plus sur justement la rétention des talents et comment on fidélise les collaborateurs en interne. Autre point important sur lequel je voulais beaucoup insister, c'est que la stratégie de marque employeur, elle doit être vraiment cohérente et encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Alors, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de représentation, mais c'est un peu sur ça que je veux vous amener. C'est qu'en fait, de votre marque employeur va découler finalement une image de marque ou une image employeur. Et du coup, cette image, il faut qu'elle soit le reflet finalement de votre vraie identité, de votre vraie personnalité, de votre marque employeur. Parce que sinon, il va y avoir un décalage et du coup, un effet boomerang qui va être assez négatif. Et on peut le voir notamment, je prends un petit exemple. Récemment, par exemple, il y a eu sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vu parce que c'est plutôt dans le monde des startups où du coup, ça a fait un peu un grand bruit dans le monde des startups, mais le hashtag balance ta startup, où certaines startups avaient en fait du coup développé vraiment des stratégies d'ailleurs de marketing et communication avec une communication assez léchée sur leur startup, les bureaux qui étaient magnifiques. Et finalement, des ex-collaborateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux et du coup, par rapport à l'image, en tout cas, qu'ils en avaient, ça n'avait pas du tout la même image. Et donc voilà, c'est du coup très néfaste et notamment pour la marque employeur. Globalement, là, pour attirer les nouveaux talents dans cette start-up-là, je pense que ça ne va pas être possible dans les prochains mois. Donc voilà, la cohérence de la marque employeur, c'est vraiment très, très important. Et du coup, je vous ai mis 2 citations qui révèlent un peu ce côté, l'importance de l'image de marque, plus que de la marque d'ailleurs. C'est la citation de Jeff Bezos, donc, qui est ex-PDG d'Amazon maintenant. Mais la marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, je trouve que c'est assez intéressant par rapport justement à l'image quelquefois qu'on peut en avoir. Et la citation de Chris Anderson, qui est aussi un entrepreneur et un journaliste, qui disait « Votre marque, ce n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. » Et clairement, à l'heure des réseaux sociaux, en tout cas, c'est assez vrai. Donc, il faut faire très attention à ça. Je vous ai mis un petit élément, j'allais dire plutôt optimiste, et pour vous faire passer ce message-là, c'est que quand même, à mon sens, il y a une vraie opportunité à saisir pour le secteur public de développer sa marque employeur. D'une part parce que, comme l'a dit, alors je ne sais plus votre prénom, mais vous avez dit très justement que vous veniez du secteur privé et que
voilà, petit à petit, vous ne saviez pas exactement dans le secteur public comment ça se développait. Je crois que Françoise aussi nous a dit qu'elle avait l'impression que c'était très secteur privé et qu'il y avait peu de marques employeurs dans le secteur public. En tout cas, c'était peu développé et c'est vrai que ça vient petit à petit. En tout cas, moi, j'ai créé Profil Public il y a 2 ans et depuis 2 ans, je trouve qu'il y a un vrai phénomène d'accélération du développement justement de la marque employeur dans le secteur public et les DRH et les directeurs de la communication aussi s'en emparent. Et il y a une opportunité à saisir, notamment, on l'a vu, nous, on a fait une étude dans le cadre de Profil Public qui s'appelle Recrutement et secteur public. On posait la question, après la crise, seriez-vous prêts à rejoindre le secteur public? Donc, on posait la question un petit peu à nos communautés, on va dire, de candidats, mais au-delà de la communauté de Profil Public, de Make Sense ou d'autres communautés comme ça, qui sont engagées, on va dire, sur l'intérêt général au sens large. Mais à 71%, ils nous ont répondu oui, ils sont prêts à rejoindre le secteur public. Après, ils nous ont dit pas à n'importe quelle condition, mais c'est quand même intéressant. Et on a noté trois facteurs de reconversion, en tout cas, qui nous livraient dans cette étude, à savoir, ils nous parlaient de sens, d'ancrage direct et local. Ils voulaient bien rejoindre le secteur public parce que c'était ça qui les intéressait. Et l'autre condition, qui n'est pas forcément vraie, j'allais dire tout le temps dans le secteur public, c'est la flexibilité et l'autonomie. Donc, ils sont en demande de sens, d'impact direct et local et de flexibilité et d'autonomie. Et du coup, dans le cadre de cette enquête, c'est pour ça qu'on a vu en tout cas une montée en puissance, en tout cas par exemple des collectivités territoriales, où les candidats nous disaient effectivement, il y a le sens, il y a l'ancrage direct et local. Reste à voir après si la collectivité dans laquelle je postulais est assez flexible ou en tout cas, est-ce que j'ai assez de marge de manœuvre pour ensuite travailler. Donc ça, c'est assez intéressant en tout cas à garder en tête pour justement ensuite développer sa stratégie de marque employeur. C'est pour ça que là, on va en arriver un petit peu plus à l'élément concret, on va dire comment la développer. Je ne sais pas si déjà là, ça amène des questions ou en tout cas si vous voulez réagir par rapport à ça. Mais n'hésitez pas en tout cas si déjà par rapport à tout ce que j'ai dit, vous avez des questions qui émergent déjà sur voilà, la définition de marque employeur, l'opportunité à saisir. N'hésitez pas à m'interrompre en tout cas. Je crois qu'il y a Françoise qui lève la main. Oui, je veux bien intervenir. En fait, la difficulté là-dedans, en fait, c'est qu'il y a des statuts en face. Et il n'est pas toujours possible, en fait, d'adapter, par exemple, la rémunération au désir des gens qui arrivent du privé, quoi. Alors, c'est une bonne question parce qu'on a souvent la question et ça fait le lien avec ce que je disais sur l'étude recrutement et secteur public qu'on a réalisé justement pendant le confinement et qu'on a publié en novembre dernier. Dans cette étude, les candidats nous ont mis leurs critères clés, en tout cas, qui leur paraissaient le plus important justement pour rejoindre une organisation et le critère financier, en tout cas un salaire plus important, n'arrivait qu'en 6e position. Avant, il y avait justement le sens, l'intérêt général, le sens, ça, c'était vraiment l'élément phare. Ensuite, il y avait la flexibilité, il y avait l'autonomie, les marges de manœuvre, et il y avait l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, qui revient, j'allais dire, vraiment de manière très importante, notamment en lien avec la crise, avec le confinement qu'il y a eu, où beaucoup de personnes se sont posé la question de ce fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Notamment aussi avec les réunions Zoom, etc., où quelquefois on a eu du mal à retrouver cet équilibre. Mais du coup, cet élément financier, effectivement, ça peut être un facteur, mais de plus en plus chez les candidats, et notamment chez les jeunes générations, ce n'est pas le premier critère. Donc, vous avez peut-être plein d'autres éléments à développer, en tout cas pour que les candidats rejoignent vos organisations. Et après, certes, il y a des histoires de statut, est-ce qu'ils sont fonctionnaires titulaires, est-ce qu'ils sont contractuels, etc. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire parce que côté secteur public, on est déjà un petit peu en retard, je trouve, sur la partie communication, etc. Et dans l'étude, ce qu'on a vu, c'est que les organisations qui ont le vent en poupe, en tout cas dans le secteur public de manière globale, c'est les organisations de l'économie sociale et solidaire, parce qu'à mon sens, elles ont beaucoup communiqué, notamment via les startups de l'économie sociale et solidaire, qui de fait communiquent plus.
Alors peut-être je poursuis sur comment un petit peu développer. Pour moi, il y a des défis externes et internes sur ces enjeux, on va dire, de développement de votre stratégie de marque employeur. Pourquoi parce que je parlais de cohérence tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut allier la communication, vraiment des enjeux de communication, mais aussi des enjeux de transformation qui concernent déjà aussi un petit peu plus l'interne, mais on voit justement cette partie cohérence. Et du coup, le but, c'est vraiment attirer des nouveaux candidats, mais aussi les fidéliser et du coup améliorer aussi votre image. Parce qu'on parlait d'image de marque tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Je vais peut-être commencer par les enjeux du coup de communication, donc qui sont des défis un petit peu plus externes. Je pense à un élément à part entière, notamment au secteur public, c'est comment on fait tomber les idées reçues. Alors, j'allais dire, il y a les idées reçues propres au secteur public, ça je pourrais vous en parler un tout petit peu après, mais il y a aussi les idées reçues sur votre organisation en tant que telle. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'interroger vos potentiels candidats un petit peu sur l'image qui se font aussi de votre organisation, parce qu'il peut y avoir pas mal d'idées reçues, et en tout cas, ça peut vous donner des éléments pour un petit peu casser ces idées reçues, notamment, je pense qu'on avait travaillé avec la ville de Roubaix sur le sujet, et beaucoup de candidats nous disaient, moi j'ai eu l'impression d'avoir de la ville de Roubaix, ça me fait penser un peu un passé un peu industriel, une ville grise, tout ça. Bon, ils parlaient plus du territoire, mais c'était intéressant parce qu'après, c'est comment on en fait une force. Typiquement, un passé industriel, il peut y avoir aussi la rénovation des friches industrielles, le renouveau, et du coup, il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas, sur cette partie-là. Donc, ne pas hésiter à penser, en tout cas, aux idées reçues. On va partir des idées reçues. Je vous ai mis aussi un petit passage par rapport à ce qu'on fait justement sur les idées reçues sur Profil Public. C'est qu'au début de Profil Public, on a interrogé justement pas mal de candidats pour savoir l'image qu'ils avaient du secteur public. Bon, ça correspondait un petit peu à l'intuition qu'on avait, c'est-à-dire souvent ils nous disent, on a l'impression que c'est un peu poussiéreux, un peu archaïque, un peu désuet. Tous ces mots, en tout cas, on les retrouve. Je me souviens qu'il y avait eu un hackathon en lien avec la fabrique RH, et du coup, ces mêmes termes un petit peu étaient ressortis quand même. Et ce qu'on a voulu faire, c'est justement via la partie média de Profil Public, c'est comment on a voulu casser justement ces idées reçues. Donc avec des portraits d'acteurs publics qui nous inspiraient, beaucoup de choses autour de la transformation publique, montrer que le secteur public se transforme, un petit peu tout ça. Donc les idées reçues, c'est intéressant de travailler sur ces éléments-là. Un deuxième point sur les enjeux de communication, je dirais, c'est valoriser vos atouts et au-delà de vos atouts, vos singularités, parce que c'est vraiment ce qui va vous différencier et ce qui va vous différencier des institutions les unes des autres, on va dire. Et sur ça, quelquefois en interne, on n'est quelquefois pas les mieux placés pour le faire parce qu'on ne se rend plus compte de nos atouts, on ne se rend plus compte de nos singularités. Et ça peut être intéressant même d'interroger des anciens collaborateurs qui sont partis et qui, du coup, a posteriori, se disent « Ah, finalement, c'est vrai que c'était bien ça, ça, c'est vrai que ça faisait la force vraiment, je ne sais pas, du département ou de la ville. » je prends l'exemple de la ville de Chamonix, par exemple. Peut-être qu'il peut y avoir des anciens collaborateurs qui disent « Ah, finalement, c'était bien quand même de travailler à la ville de Chamonix. » Donc, voilà, il y a pas mal de choses à faire et c'est vraiment voir un peu ces singularités au-delà aussi de ces atouts. Et un troisième point sur les enjeux de communication, je pense que c'est intéressant sur la partie institution, c'est comment on développe une communication RH qui soit un petit peu moins institutionnelle. Parce qu'autant votre communication, j'allais dire globale, un peu plus quelquefois politique, je pense aux collectivités, mais cette communication-là, elle peut rester très institutionnelle. Mais sur la communication RH vis-à-vis de vos cibles RH, vous pouvez tout à fait vous permettre une communication un petit peu moins institutionnelle, alors que ce soit sur vos réseaux sociaux, mais je prends l'exemple de vos offres d'emploi et vous pouvez le mettre en pratique aussi dans vos offres d'emploi, mais un peu de réinterroger vos offres d'emploi par rapport à ça. Typiquement, sur Profil Public, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de se dire comment on retravaille les offres d'emploi de manière un peu différente. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti de se dire on les retravaille sous forme de 5 questions clés avec les messages clés, mais avec aussi, comme si c'était une mini-interview du recruteur, avec la petite photo du recruteur. L'idée, c'était d'humaniser et en même temps d'utiliser à la fois le vous et le nous, et en tout cas d'être plus dans une conversation avec le candidat. Il y a Catherine qui nous dit « Pas toujours facile de réussir à faire entendre que la marque employeur n'est pas la marque politique et qu'il faut un message à un ton différent. » Je suis tout à fait d'accord, Catherine, sur votre message.
Et je le partage totalement. Et c'est pas évident, mais je pense que c'est un combat à mener. Parce oui, que oui. Faut et y arriver, mais moi de mon côté, je pensais pas que ça prendrait autant de temps en négociation, tractation, mais on peut y arriver. Mais il faut pas lâcher. Mais c'est vrai que après, il y a une question, je suis d'accord, de cohérence globale, donc ils peuvent peut-être aussi vous dire ça. Okay. Mais on peut se permettre plus de choses, je trouve, dans une communication RH, voilà, côté candidat, et en tout cas montrer plus sa personnalité, parce qu'en fait, finalement, une communication très politique, elle ne va pas donner la personnalité et vraiment l'identité de vous en tant qu'employeur. Elle va vous montrer en tant qu'institution, mais pas vraiment le côté, justement, relation aux candidats, relation aux collaborateurs. Ben, il y a ça, et puis effectivement, il faut acculturer aussi à la fois les élus, les collaborateurs de cabinet, de communication, etc., à la démarche. Parce que c'est vrai que sur des choses qui peuvent paraître dans le privé assez anodines, par exemple faire une annonce à la radio dans une émission locale pour dire qu'on recrute tel ou tel poste. Enfin, moi, dans le privé, je le faisais très facilement et quand j'ai soumis l'idée dans le public, c'est tout de suite parti en circuit relations presse, il faut faire intervenir le président. Et je dis, bah non, c'est pas... Enfin, ça dure 2 minutes, donc c'est vraiment très, très court. Donc voilà, il y a aussi cet accompagnement à faire aussi avec les différents interlocuteurs en interne. Tout à fait, acculturation, c'est un travail un peu de tous les jours. Et d'ailleurs, bon, après, ça a aussi une thématique, j'allais dire, qui va intéresser plus que le côté administratif. Mais voilà, il n'y a aucun... Moi, j'ai rarement vu des élus, justement, à nos tables rondes où, justement, là, à partir de l'étape, il n'y a pas un élu qui va se dire, bah, tiens, je vais m'intéresser un peu à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a sans doute des éléments, des choses à faire. En tout cas, nous, on travaille aussi avec en tout cas, côté collectivité, avec les associations, Région de France, Département de France, Association des maires de France. Et je pense qu'il y a vraiment un travail d'acculturation qui est intéressant à faire et qui est important à faire. C'est ce que pointe aussi Aïssia dans le chat, en disant que c'est peut-être l'aspect le moins facile, celui d'intéresser les élus dans des collectivités où je pense les directeurs et directrices dans d'autres administrations, ceux qui sont vraiment au sommet sur ce sujet. Mais après, je me permets juste, quand c'est fait, par contre, c'est un super catalyseur. Enfin, nous, on a eu la chance d'avoir notre DGS et notre président très intéressé par le sujet, et où du coup, ça nous a quand même facilité la démarche de moderniser certaines choses, de se doter de certains outils. Donc, une fois qu'ils sont convaincus du sujet, c'est un super levier aussi pour développer tout ça. Tout à fait, je vous rejoins parce que quelquefois, les démarches comme ça peuvent aussi venir d'une volonté un peu plus politique de se dire, bah, nous, on veut complètement moderniser un petit peu les choses et ça peut être impulsé comme ça avec une vraie volonté aussi ensuite du directeur général des services et ça peut du coup faciliter les choses parce qu'en tout cas, il faut un vrai portage, je suis d'accord. Et sans sponsor, c'est compliqué à mettre en place, je suis tout à fait d'accord. Tu réponds à la question. Oui, tout à fait d'accord. En tout cas, nous, on le voit via Profil Public et les institutions qu'on accompagne. Il y a pas mal d'institutions, en tout cas, les institutions pour lesquelles ça fonctionne très, très bien et ça marche le mieux, c'est clairement là où on a vu dès le départ un vrai portage au niveau de la direction générale. Ça, c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas petit à petit prendre, mais c'est plus compliqué. Quentin, avant que tu passes à peut-être un autre sujet, qui me dit il y a toujours cette peur de certains élus ou directeurs ou directrices que les gens pensent qu'on balance, je cite, qu'on balance l'argent du contribuable pour se faire une bonne image. Est-ce que c'est des choses que tu as rencontrées, toi, dans ce travail d'acculturation et des choses qui sont... En tout cas, oui, dans le sens où quelquefois on confond, j'allais dire, marque employeur avec uniquement enjeu de communication et stratégie de communication, stratégie marketing. C'est pour ça que je distinguais un peu marque employeur, votre stratégie de marque employeur et aussi votre image de marque, parce qu'en fait, il faut que tout ça soit cohérent et c'est pour ça que j'en viens ensuite aux enjeux de transformation. Mais du coup, peut-être leur répondre que justement, il y a toute cette partie enjeu de transformation et revenir, Catherine le dit bien, penser tout l'intérêt de bien penser ces indicateurs, mais du coup, retour un peu sur investissement.
tout à fait ce que je disais tout à l'heure, à savoir le fait que ça va améliorer la qualité potentiellement des candidatures, la quantité, à savoir potentiellement des candidats qui vont venir aussi un peu plus spontanément, en candidature spontanée, etc. Et une réduction aussi du turnover, la fidélisation de vos collaborateurs. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses à mettre en avant, mais effectivement, il faut bien roder un petit peu le discours pour justement pouvoir contrer ces arguments du côté uniquement, j'allais dire, paillettes et communication, parce que quelquefois, la marque employeur, en tout cas, est vue, en tout cas, les stratégies de marque employeur sont vues un petit peu comme ça. Mais le politique, ce qu'il veut, c'est d'être élu, pas d'avoir plein de candidats. Après, s'il y a des problématiques, j'allais dire, internes, côté administration, et qu'il n'y a pas de... les collaborateurs partent, il y a un énorme turnover, ensuite, si l'administration ne suit pas, côté politique, ça peut être aussi compliqué. J'allais dire, je suis d'accord qu'il veut être élu, mais... Et Catherine, de répondre que les candidats et les agents sont aussi des électeurs. Tout à fait. Donc, j'en viens aux enjeux. Alors, pas, justement, ça fait la transition, parce qu'il n'y a pas que des enjeux de communication, comme je disais, mais aussi des enjeux de transformation qui sont très importants. Et du coup, là, on est plus sur des défis internes. Je vous ai mis une citation, la citation de Hubert Mongon, qui est délégué général actuellement à l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc, Hubert Mongon nous dit « On ne crée pas une marque employeur, celle-ci est une série de pratiques quotidiennes. Il faut donc travailler sur l'évolution de ces pratiques pour être identifié comme employeur de référence. » Effectivement, l'objectif, c'est être identifié comme employeur de référence, employeur de choix. Et c'est vraiment l'évolution des process RH, des pratiques, etc., qui va permettre justement cette transformation et aussi, dans le même temps, de développer votre marque employeur. Donc, c'est ça qui est important. Pareil que sur les enjeux de communication, je reviendrai sur 3 points et après, on pourra aussi échanger sur ces éléments-là. Je pense que ce qui est très important dans les enjeux de transformation, c'est comment on transforme l'expérience candidat. Sur ce point, je pense notamment à comment vous pouvez un peu réinterroger vos process de recrutement. Je prends 3 petits exemples. On a pas mal de candidats qui nous disent typiquement, moi j'ai candidaté dans telle institution, j'étais super motivée, l'annonce sur Profil Public, ça me plaisait bien, j'ai creusé le sujet, j'ai postulé, j'ai été retenue aux entretiens, tout va bien. Mais ensuite, le process dure finalement 4 mois, absence de réponse. En parallèle, j'ai été pris sur un poste un peu similaire, mais finalement dans le secteur privé. Bon, les enjeux m'intéressent et tout. Ils m'ont donné une réponse très rapidement. Du coup, voilà, je suis allée dans le secteur privé. Donc, je pense à la durée notamment. Alors, je sais que le temps est souvent long dans l'administration, mais il faut essayer de penser à ça. Pour les candidats, ça peut être un gros frein. La durée des process de recrutement, il faut y penser. Les enjeux de flexibilité aussi dans vos process de recrutement. On a des candidats qui nous disent aussi alors j'ai postulé, j'ai été retenue, en tout cas aux entretiens, j'ai un entretien, mais alors je reçois un mail ou une lettre qui me convoque à un entretien à telle heure, à tel endroit. Et le candidat, il habite dans une autre ville. La date ne lui convenait pas du tout parce qu'il avait à cette date un énorme projet à rendre pour son truc. Donc, il nous a dit, moi, c'est compliqué et j'ai l'impression que l'institution, elle n'est pas en mesure de me proposer une autre date. Donc, voilà, il y a le côté aussi un peu flexibilité vis-à-vis du candidat. Si on a vraiment envie de recevoir des candidats en entretien, est-ce qu'on n'est pas un peu plus flexible aussi ? Et un 3e point aussi, le process en lui-même de recrutement, à savoir, je sais qu'il y a des institutions, alors je prends l'exemple de la direction interministérielle du numérique, mais qui recrutent un peu différemment et quelquefois en mode défi. Alors, je ne dis pas que ça va être sur tous vos recrutements, mais c'est intéressant à garder en tête. Typiquement, en fait, c'est comme s'il lançait, au lieu de lancer une offre d'emploi, de diffuser une offre d'emploi, c'est comme s'il lançait un défi aux candidats, en gros, un défi à relever. Parce qu'en fait, c'est des administrations qui ont des projets en fait, de transformation numérique à réaliser au sein de leur administration, qui vont proposer à la direction interministérielle ces projets. La direction interministérielle du numérique les transforme en défis pour que ça soit un petit peu plus attractif vis-à-vis du candidat. Et le candidat, au lieu de se positionner finalement sur une offre d'emploi, il va se positionner sur un défi à relever et ça va l'intéresser d'autant plus. Après, il y a bien sûr le process du recrutement, mais c'est un petit élément
qui donne un côté un petit peu plus attractif, en tout cas, je trouve. Moi, si j'étais candidat, je me dis, j'ai le défi, je ne sais pas, peut-être pas le défi de la transition écologique, parce que c'est énorme, mais un défi un petit peu plus concret à résoudre, mais sur une thématique intéressante, notamment, je pense, dans la transformation des organisations. Il y a pas mal de défis à relever, et je pense que c'est un élément à garder en tête. Autre élément sur les enjeux de transformation, je pense à améliorer l'expérience collaborateur. Je pense que ça, vous l'avez un peu en tête, mais ça revient à ce que je disais sur les études. Les études qu'on a menées, recrutement et secteur public, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait 3 moteurs un petit peu de reconversion chez les candidats: le sens, l'ancrage direct et local, et la flexibilité et l'autonomie. Sur la flexibilité et l'autonomie, autant le sens et l'ancrage ou l'impact direct et local. Imaginons une collectivité territoriale. Globalement, le candidat peut se dire, voilà, ça coche le sens, ça coche l'impact direct et local, en tout cas plus ou moins, mais on peut se dire ça. Et sur la flexibilité et l'autonomie, le candidat peut se poser la question suivant les institutions, se dire, est-ce que j'aurai la flexibilité in fine au sein de l'institution? Est-ce que j'aurai assez de marge de manœuvre? Alors, je pense à ça dans pas mal d'institutions de plus en plus. On voit émerger des démarches, je pense à des démarches d'intrapreneuriat ou une manière de fonctionner un peu plus en mode projet, en tout cas pour que le collaborateur en interne, il ait vraiment un projet de A à Z et que son projet ne soit pas un peu saucissonné et qu'il ne voit pas finalement l'impact. Donc, c'est vraiment comment aussi le candidat, au fur et à mesure, il voit son impact et comment aussi il peut travailler de manière plus flexible. Je pense à la crise notamment sur les enjeux du télétravail. Suivant les institutions, il y a eu plus ou moins de difficultés à justement télétravailler. Et un dernier point pour laisser ensuite la place aux questions. Je pense à rendre in fine comment vous rendez fiers vos collaborateurs. Ça, c'est vraiment l'enjeu, j'allais dire, ultime. Et c'est des démarches où petit à petit, vous faites finalement de vos collaborateurs des ambassadeurs. Et c'est pour ça que je dis il faut rendre d'abord fiers vos collaborateurs, parce que pour qu'ils deviennent ambassadeurs, il y a vraiment ces étapes un petit peu avant. Alors, je pense à des organisations, alors côté collectivité notamment, il y a pas mal de démarches qui commencent dans ce sens-là, mais le département des Yvelines ou la région Île-de-France qui ont réalisé des formations en interne, notamment des formations à LinkedIn, pour finalement rendre leurs collaborateurs ambassadeurs sur LinkedIn. Et il y a de plus en plus je vois de plus en plus de collaborateurs en interne qui commencent à s'en emparer et devenir petit à petit ambassadeurs de leurs organisations. Voilà. Peut-être que du coup, je prends peut-être d'autres questions par rapport ils n'ont pas le même budget. Ils n'ont pas le même budget par rapport à... Ça, tout dépend des... Après, sur les formations LinkedIn, ça peut aussi se faire totalement en interne. Il suffit aussi d'imaginer des collaborateurs, en tout cas, qui ont ces compétences-là. Alors, je pense notamment dans vos directions de la communication, il y a forcément des personnes qui s'y connaissent bien sur les réseaux sociaux. Oui, parce que Quentin nous dit les Yvelines, c'est quasiment 5 personnes en charge de marketing. Je suis d'accord parce qu'ils ont beaucoup internalisé, mais je sais que par exemple, il y a pas mal d'institutions. D'une part, les formations, je trouve, à LinkedIn, on peut totalement les faire en interne et il n'y a pas forcément besoin de faire appel à un prestat externe parce que voilà, il y a aussi du bon sens sur les réseaux sociaux. Les photos aussi des collaborateurs, faire attention aux photos. C'est plein de petits éléments-là. Le bandeau aussi qu'on met derrière sur LinkedIn. Il y a plein de petits éléments sur lesquels on peut faire attention et c'est déjà des éléments de bon sens. Et après, au-delà de tout internaliser, par exemple, je sais que sur Profil Public, nous, on a des villes qui, par exemple, je pense à la ville de Pessac. Je ne pense pas qu'elle ait le même budget qu'un département des Yvelines ou une région Île-de-France, mais clairement, ils nous disent on est engagé sur le sujet, le directeur général des services est engagé, on les voit très, très motivés et nous, ça fonctionne très bien, on voit, parce que y a un portage en interne et qui sont justement très engagés sur la démarche. Donc, ce n'est pas qu'une question de budget. Alors, Aïssia qui nous dit, on peut faire aussi en allant chercher les compétences et les collègues motivés par le sujet dans les services existants. Ça fait lien avec ce que tu disais. Et c'est ce qu'ils font à Annemasse autour des services RH, Com, Innovation et
un membre de la direction. Tout à fait. Parce qu'il y a des personnes, et même, moi je parlais de personnes peut-être à la communication, donc qui se connaissent bien sur LinkedIn, mais potentiellement, vous pouvez aussi, dans vos services, peut-être, vous avez aussi des agents qui déjà adorent, par exemple, les réseaux sociaux et adorent LinkedIn au-delà même de leur fonction et qui vont être très, très motivés par ces enjeux-là et de se dire, bah, moi, si en tant que collaborateur, déjà, je suis satisfait au sein de mon organisation et si je peux devenir ambassadeur, et ben, voilà, ils peuvent aussi trouver une nouvelle motivation en parallèle de leur mission actuelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hop, on se retrouve en mosaïque. Oui, ouais, c'est mieux comme ça, on voit tout le monde effectivement. En levant la main ou en écrivant dans le chat si vous n'avez pas de micro ni de webcam, je vais les relayer au fur et à mesure. Peut-être sur les enjeux justement à la fois de communication et de transformation, si vous avez des questions sur ces sujets-là ou même des témoignages par rapport à ce que vous faites, je pense. Alors Françoise dans le chat mettait l'image a plus de valeur quand elle vient de la base, d'où l'intérêt de tout le travail qui est fait autour de la qualité de vie au travail. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que les enjeux de transformation sont très importants et c'est pour ça que je vous parlais des enjeux d'image. C'est que vous avez votre marque employeur et à travers, notamment à travers les réseaux sociaux, tout ça, ou à travers ce que disent potentiellement les candidats qui ont fait des entretiens chez vous, vos ex-collaborateurs, tous ceux que vous n'avez plus forcément, que vous n'avez pas forcément en collaborateur, tout cela, ils vont renvoyer une image de votre organisation quand même. Et du coup, c'est cette image-là il faut qu'elle soit cohérente effectivement avec votre marque employeur. Et du coup, le fait d'avoir des collaborateurs, en tout cas motivés, fidélisés au sein de vos organisations, ça va faire que votre image, in fine, elle sera meilleure aussi. Oui, Françoise. Oui, en fait, nous, on travaille dans un hôpital et c'est vrai que la qualité finalement de l'image aussi vient de l'accueil des patients, comment ils sont pris en soin. Enfin, c'est un élément qui est très important en fait par rapport à l'image de l'établissement. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit bruit parasite. Alors, je ne sais pas si le micro. Ouais. N'hésitez pas à fermer vos micros si vous n'intervenez pas. Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'on parle d'enjeux de transformation, de bien-être, mais c'est vraiment comment on agit sur ces leviers-là. Et du coup, Laurent, dans le chat, pointait un petit peu ce que tu disais aussi en début de présentation sur le fait que ça peut très vite mener à un bad buzz si on n'est pas bien aligné en interne dans des pratiques internes bienveillantes. Parce que sinon, tout à fait. La désillusion risque d'être... ouais. Dans tous les services. Et ici, elle nous dit que ça ne peut pas être l'élément de complexité dans une collectivité et que l'alignement ne peut pas être total dans tous les services. À Annemasse, on s'est engagé depuis plus de 4 ans dans une démarche de transformation inspirée des entreprises libérées. Ça, effectivement, j'avais vu. Et je crois que dans notre... je ne sais plus si c'était dans notre... on en avait parlé une fois, soit dans notre livre blanc sur la marque employeur, ou en tout cas sur ces éléments un peu d'entreprise libérée. Et on avait vu que Annemasse était bien engagée sur ce sujet-là. Mais tous les services ne sont pas au même stade de maturité. Alors, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque parce que, effectivement, il peut y avoir des différences au sein d'une même organisation et quelquefois, on a pas mal d'organisations qui nous disent entre le service, j'allais dire, numérique, ou en tout cas transformation numérique ou innovation publique, et on traverse le couloir et on va... je ne sais pas, à la commande publique ou autre. Bon, je caricature un peu, mais ça vous donne, ça vous donne des idées. Globalement, on n'a pas le même type de personnalité aussi au sein de en tout cas de personnalité de collaborateurs au sein de ces services, et pas forcément, ils ne vont pas forcément engager sur ces mêmes sujets. En tout cas, peut-être quelqu'un de l'innovation publique peut être un peu plus intéressé par ce sujet que, j'allais dire, quelqu'un qui va être un peu plus sur ces sujets. Je pense au sujet juridique, mais
ça peut être caricatural, mais ça peut se retrouver en tout cas dans les organisations. Mais ce qui est intéressant, c'est en tout cas qu'il y ait quand même un portage global et en tout cas cette intention-là portée justement par la direction générale, une volonté de transformation, parce qu'un candidat qui va vouloir vous rejoindre, il va être intéressé, globalement quand ils rejoignent le secteur public, ils nous disent tous, on sait que c'est pas, tout n'est pas complètement transformé, que c'est pas... je prends la caricature du baby-foot à tous les étages dans les startups du secteur privé ou d'autres exemples, mais ça peut être un peu ça. Mais le candidat, il va savoir ça, mais ce qui l'intéresse, c'est de se dire, moi, j'ai envie de m'engager pour l'intérêt général, j'ai envie de m'engager pour le sens, j'ai envie de m'engager localement pour votre collectivité, et j'ai envie d'une organisation qui est engagée pour une transformation. Et alors, peu importe si elle est, à quel niveau de transformation apparemment, on va dire à quel niveau de transformation elle en est, mais ce qui va l'intéresser, c'est de se dire, moi, j'ai envie de contribuer à cette transformation et j'ai envie d'avoir les marges de manœuvre, en tout cas, pour pouvoir contribuer à cette transformation. Et c'est ça un petit peu l'élément, on va dire, qui est intéressant et qui n'est pas toujours présent dans les organisations. Parce que est-ce que le candidat qui va rejoindre l'organisation, qui va devenir collaborateur, est-ce qu'il va avoir les marges de manœuvre pour pouvoir agir en faveur de cette transformation? Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un élément à garder en tête. C'est pour ça que je vous parlais d'intrapreneuriat ou en tout cas de logique un peu plus comme ça pour engager l'organisation un peu plus dans cette démarche et le candidat pour qu'il puisse avoir en fait ses marges de manœuvre pour contribuer ou en tout cas proposer des idées pour aller vers cette transformation. Il y a Quentin qui levait la main aussi pour une question ou un partage d'expérience. Oui, tout à fait, parce que je vais poser la question par écrit, mais là je me suis dit je vais le faire à l'oral. Merci d'abord pour la présentation. Et en plus là le sujet est un peu évoqué par Anaïs sur le sujet de ce côté-là jeune, intergénérationnel en fait. Là, je suis dans la fonction publique territoriale. L'âge moyen de la fonction publique territoriale, je crois que c'est 45 ans. On ne se cache pas que la majorité des organisations ne sont pas du tout sur ce type d'âge. Et que moi, je pose la problématique de la marque employeur intergénérationnelle. Voilà, la génération qui arrive sur le marché du travail, dont je fais à peu près partie, et la génération qui, ça fait 30 ans qu'elle est dans la fonction publique, n'ont pas du tout les mêmes intérêts et surtout cette politique de l'expérience collaborateur. Ils ont pris des habitudes et ils ont du mal à se dire ouais, on vient tout modifier, on vient faire comme dans le privé. Donc voilà, comment est-ce qu'on va casser ce changement et amener tout le monde sur cette réflexion de l'expérience collaborateur, sur cette fonctionnalité collaborative aussi, de se dire je suis un ambassadeur tant en interne qu'à l'externe. Comment est-ce que... Alors, je pense qu'il y a déjà une question aussi de terminologie, en tout cas suivant les institutions. Je sais que même au début de profil public, quand je parlais de marque employeur, en fait, je ne parlais pas de marque employeur parce qu'en fait, les organisations elles me regardaient avec des yeux un petit peu énormes parce que c'est un terme qui vient du privé. Le système de marque, justement, vous parlez de génération, mais le système de marque, si vous en parlez à quelqu'un d'une collectivité qui a fait tout sa carrière dans la collectivité, elle va vous dire la marque employeur, que c'est que ça. Et du coup, je parlais beaucoup plus d'attractivité RH, qui est un élément, on va dire, et plus de la partie recrutement, on va dire comment on attire des nouveaux talents, même si je parlais des enjeux de fidélisation. Mais déjà, pour ne pas braquer, j'allais dire, les termes peuvent être importants, éviter certains termes. Effectivement, le côté marque employeur, suivant les institutions, ça peut plus ou moins passer, et suivant les générations, ça peut plus ou moins passer. Le terme d'expérience collaborateur, c'est pareil. Ils vont dire, oula, c'est le nouveau terme bullshit à la mode, expérience collaborateur. Alors qu'au final, vous parlez, j'allais dire un peu plus, on a parlé un peu de bien-être, mais comment on fidélise un petit peu plus ses collaborateurs, tout ça. Il peut y avoir d'autres termes qui peuvent être employés déjà. Donc ça, c'est la partie un peu terminologie. Et après, sur les enjeux, je pense qu'on peut se retrouver, alors quel que soit son âge. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que côté profil public, on pensait, nous, en fait, au démarrage de profil public, je m'étais dit, notre cible, elle sera quand même beaucoup plus jeune, c'est sûr. Et en fait, on rassemble autour du secteur public, du sens, de l'intérêt général, de la transformation, parce que finalement, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question plutôt d'état d'esprit. Et finalement, notre communauté, quand on regarde, elle est, elle va de 20 à 55 ans. Mais c'est vraiment,
très équitable et ça se répartit très équitablement. Idem dans le sondage et l'enquête qu'on a fait au recrutement et secteur public, pas une question d'âge, on a tous les âges, entre 20 et 55 ans. Donc, c'est des thématiques, je pense, qui intéressent tous les âges. Donc, même si on a l'image, on peut se dire oh, ça va intéresser que les jeunes. Et après, je pense que c'est des sujets qui peuvent intéresser aussi tous les âges en fonction par où on entre dans ce sujet. Mais si on parle de sens, clairement, je pense qu'on a tous rejoint à un moment donné le secteur public pour justement le sens, l'intérêt général. L'ancrage, on va dire, local, l'impact local, je parle un peu là des collectivités, mais ce côté-là, je pense que les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées dans les collectivités, ils peuvent se retrouver aussi. Après, sur flexibilité et autonomie, c'est là où il peut y avoir peut-être des divergences, mais on n'est pas obligé d'embarquer tout le monde sur les mêmes thématiques. On peut peut-être expliquer de manière simplement avec des mots qui parlent pour tout le monde, en tout cas. En tout cas, moi, c'est peut-être ma vision et je me dis que ce n'est pas forcément qu'une question d'âge. Laurent, dans le chat, nous demande la démarche de marque employeur semble être assez structurée. Quelle est la place réservée à la spontanéité dans les administrations? Je m'interroge sur la place laissée à l'initiative personnelle. Structuré, oui et non. Peut-être que ça serait intéressant que vous m'en disiez un petit peu plus sur ce que... Laurent, si tu veux compléter. Oui, disons que, mais c'est peut-être une image que j'ai ou une représentation que j'ai de l'administration qui est quand même assez dans le contrôle effectivement sur sa communication. Et l'exemple, c'est effectivement la participante tout à l'heure qui parlait de la publicité qui est faite sur un média local pour un recrutement. Et quand on met ça sur une collectivité ou une administration, tout de suite, ça fait intervenir 36 000 acteurs. Et à la fois, du coup, je me disais que les meilleurs ambassadeurs sont ceux qui sont convaincus et qui, du coup, vont y aller effectivement spontanément. Enfin, par leur démarche et puis leur communication vont aller là-dessus. Mais en même temps, dans l'administration, dès qu'on essaye effectivement d'avoir une communication en dehors des réseaux officiels, c'est assez compliqué. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me demandais quelle était cette part de spontanéité. Alors, j'ai mis la structuration peut-être sur la démarche, mais en même temps, la démarche, elle va être portée effectivement à un moment donné par un employeur qui va peut-être être beaucoup plus cadrant. La démarche, effectivement, elle peut être structurée parce qu'on parle de stratégie marketing, stratégie de en tout cas, ce que je disais, la stratégie de marque employeur, elle peut être structurée. Mais après, pour moi, il y a justement la place à la spontanéité, elle doit être là parce que je parlais de communication RH moins institutionnelle. Pour moi, ça fait plus part justement à la spontanéité parce qu'en tout cas, plutôt faire appel un peu à son bon sens, c'est-à-dire qu'une offre d'emploi de 4 pages, un candidat, ça peut le rebuter. Et se dire, finalement, si on était peut-être un peu plus spontané, si on présentait, typiquement, si vous dites comment je pourrais présenter de manière attractive mon offre d'emploi, souvent on voit d'ailleurs sur LinkedIn des collaborateurs qui présentent leur offre d'emploi. Alors finalement, en quelques lignes, c'est super attractif, mais après, l'offre d'emploi qui est jointe, du coup, elle va faire 4 pages et là, on est sur du moins attractif. Et finalement, c'est la spontanéité qui, j'allais dire, l'emporte sur le côté un peu attractif. Donc, c'est là où vous avez raison, parce que quand on parle de collaborateurs ambassadeurs, c'est là où aussi les collaborateurs, ils vont devenir ambassadeurs, mais s'il faut valider chacun de leurs posts LinkedIn, là, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà, c'est aussi comment on laisse place à la spontanéité et comment on fait confiance aussi à ses collaborateurs. Même si cette démarche de collaborateur ambassadeur sur LinkedIn, elle peut être un peu cadrée parce qu'il y a aussi ce qu'on peut faire sur LinkedIn, ce qu'on peut ne pas faire, comment on peut valoriser un peu plus, les images qu'il vaut mieux employer, une image aussi au-delà d'un simple post parce que ça va avoir plus de portée, des éléments aussi peut-être un peu sur l'algorithme de LinkedIn, tout ça, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sigrid, sur la terminologie, on a 2 retours d'expérience de Rebecca qui nous dit que lorsque pour la première fois elle a présenté la marque employeur dans l'ensemble des cas de la collectivité, elle a eu l'impression que c'était un gros mot et que du coup, désormais, il parle vraiment d'attractivité. Et Aïssa, pareil, qui explique que c'est aussi la raison pour laquelle ils sont passés du terme d'entreprise libérée à collectivité libérante. Et voilà, même si finalement, il y a peut-être
pas tant de regrets que ça parce que parfois, ça permet de créer un petit électrochoc ou une petite dose de provocation qui permet de faire réagir les gens. Ouais. Je rejoins totalement ces témoignages. Moi aussi, j'avais l'impression de prononcer un gros mot, le terme de marque employeur. Mais petit à petit, là, on voit quand même le chemin en 2 ans. Maintenant, j'allais dire, la marque employeur s'est inscrite quand même dans la feuille de route de la DGFP, de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Le Centre national de la fonction publique territoriale en parle. Voilà. Alors qu'avant, j'allais dire, ce n'était pas forcément l'angle d'attaque, ce n'était pas forcément inscrit partout. On a le temps peut-être pour prendre encore une dernière question ou une remarque ou un partage d'expérience. On sent que Quentin va peut-être récupérer le terme. S'il y a un copyright avec ça sur collectivité libérante. D'autant plus qu'effectivement, entreprise libérée, il y a le terme d'entreprise et je sais que oui, qui peut braquer. Françoise, j'ai vu que vous leviez la main. Oui, en fait, donc je travaillais avec les médecins en fait pour le recrutement et c'est vrai que souvent ils reprochent en fait aux RH de ne pas faire le nécessaire pour trouver les candidats. Et là récemment, j'ai vu je crois que c'était sur Twitter, des messages du chef de service en fait qui du coup appel à candidature, mais en mettant en avant les qualités de son service finalement et comment ils peuvent être accueillis. Et puis en lien aussi avec une politique qui existe au niveau de notre département, donc en Mayenne, sur un service qui existe en fait pour les nouveaux arrivants et qui peut aider en fait sur l'installation au niveau des logements aussi, au niveau de l'habitation. Tout à fait. On n'a pas parlé de l'arrivée des nouveaux arrivants ou d'ailleurs le thème onboarding qui peut faire peur, mais je sais que la Fabrique RH, vous l'aviez utilisé un petit peu en électrochoc justement du secteur public. Mais l'accueil, par exemple, des nouveaux arrivants, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire j'allais dire peut-être les 2 ou 3 premiers jours, ça peut être crucial en tout cas au début et en termes de fidélisation aussi ensuite. C'est vrai que du coup, pour faire mon petit placement de produit, c'est vrai que la Fabrique RH a quelques projets sur ce sujet-là, et notamment un projet qui s'appelle Welcome Manager qui vise justement à ne pas laisser une première mauvaise impression aux primos arrivants qui arrivent, et avec quelques livrables qui peuvent aider à leur intégration et surtout à éviter les quelques erreurs à ne pas commettre. Et puis sur le sujet de l'attractivité, on a un autre projet qui s'appelle Sous le bonnet et qui vise justement à dépoussiérer aussi un petit peu l'image qui se cache derrière le mot valise fonctionnaire où on ne sait jamais trop ce que ça veut dire et ça regroupe une telle diversité de métiers. Donc là, ça essaye de petites vidéos qui permettent d'humaniser un petit peu les métiers et surtout les raisons pour lesquelles les gens se sont engagés dans la fonction publique. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site pour aller voir ces projets-là. Et peut-être une dernière question pour conclure de Quentin. Quelle est la roadmap profil public sur le sujet? Alors, je ne sais pas si c'est sur le sujet large, marque employeur, ou si c'est sur le sujet collectivité libérante qu'il évoquait juste avant. Alors, je vais peut-être prendre sur le sujet marque employeur, parce qu'après, en fait, sur le sujet collectivité libérante, j'allais dire, nous, on est plus, en fait, sur la partie enjeu de transformation, on n'est pas cabinet de conseil et du coup, on va aider les organisations sur ce sujet-là, mais plutôt via des livrables, des webconférences, où justement on essaye d'impulser des choses. Mais comme on reste une petite équipe, on est 4 au sein de Profil Public, on ne pourrait pas se permettre de faire des missions de conseil, j'allais dire, de 6 mois sur le sujet, sachant qu'à côté de ça, on a tous nos enjeux de développement de la plateforme et d'avoir justement plus d'organisations aussi qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, on est passé, en 2 ans de 0 à plus d'une vingtaine d'institutions avec aussi bien des collectivités, des ministères. On a le ministère de la Culture depuis peu. Voilà. Donc pas mal d'organisations qu'on accompagne en tout cas sur ces sujets-là, en tout cas sur le sujet de la marque employeur. Et après, on a quand même des petits projets aussi sur la partie un petit peu plus aussi comment on accompagne davantage aussi les candidats. Parce qu'on les accompagne en fait via notre communauté sur les réseaux sociaux, on répond beaucoup à leurs questions. Mais c'est pour ça que là récemment, on a lancé aussi un programme qui s'appelle Ambassadeur public
et qui vise à être en lien avec, justement, on a sélectionné parmi les candidatures qui nous sont arrivées une dizaine d'ambassadeurs, en tout cas de jeunes ambassadeurs qui sont en université ou à Sciences Po, etc., ou en école d'ailleurs de la tech ou de design, qui sont intéressés par le service public et qui co-animent avec nous des webconférences sur le sujet. Et du coup, c'est vrai que ça fait le lien. Ils sont à la fois ambassadeurs et en même temps, ils se renseignent un peu plus sur le service public. Et donc, il y a le côté aussi attractivité. Donc, voilà. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir rejoints ce matin et puis d'être voilà, aussi vif et dynamique dans les échanges. C'est vraiment ce qu'on cherche avec ces apartés. Je trouve que c'est toujours très agréable en fin de semaine de pouvoir échanger comme ça librement sur ces sujets. Merci beaucoup Sigrid d'être venue partager à la fois ce que fait Profil Public et puis toute ton expertise sur le sujet et tes retours d'expérience. Et je pense que c'était illustré par beaucoup d'exemples qui étaient très parlants. Donc, merci beaucoup. Sigrid vous a mis son contact dans voilà, le parce chat. que j'ai répondu, oui, j'ai répondu à une question, mais n'hésitez pas, voilà, vous pouvez me contacter à mon adresse mail sigrid@profilpublic.fr, pas de souci, pour prolonger les échanges. En tout cas, je suis ravie de parler de ce sujet qui me passionne. Voilà. Et qui a passionné beaucoup aussi, j'ai l'impression, les participants. Donc, merci beaucoup. Nous, on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, même lieu ou presque, même heure, sur le sujet de l'hypersensibilité. On va essayer d'avoir quelques clés à la fois pour la détecter chez soi ou chez les autres, et puis surtout créer des conditions de travail et un environnement de travail qui soit propice à ces profils qui ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup de bénéfices à apporter dans une organisation. Donc, on vous donne rendez-vous sur ce thème-là la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous. Et puis, très belle semaine à toutes et tous et un très bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.